Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons une troisième partie, la première étant la nature de la société. Ensuite, nous avions vu la nature sociale de l'homme. Et puis, non, c'est la quatrième partie. La troisième partie étant l'autorité. Maintenant, nous voyons la société familiale. Alors, il y a des thèmes que je vais aborder, surtout la fois prochaine, un petit peu, disons, délicats. Donc, la famille, c'est la première société. Et tout d'abord, il faut considérer qu'il y a d'abord une nécessité fondamentale de l'éducation. Donc les formes de la vie sociale que la nature humaine comporte pour assurer son complet développement en tous ordres sont nombreuses. Mais celle qui vient en premier, non pas seulement en ce sens qu'historiquement elle aurait précédé toutes les autres, mais en ce sens qu'elle conditionne toutes les autres, en ce sens que toutes les autres la supposent, quelle est celle qui vient en premier. Si on a compris que la raison d'être de toute société, c'est l'incapacité de l'individu isolé à réaliser seul tout ce que comporte son complet développement humain, cette question revient à se demander quelle est la première incapacité de l'individu isolé, celle qui conditionne toutes les autres. Or, cette première et fondamentale incapacité, c'est évidemment l'impuissance du germe d'homme qu'est l'enfant à sa naissance à parvenir seul au complet développement humain de l'adulte. Donc le fait de base, c'est que l'être humain ne commence pas son existence sous la forme complètement développée de l'adulte, mais sous la forme de ce germe d'homme qu'est l'enfant à sa naissance. Donc il ne peut être question de bien humain, de développement humain, si n'est pas d'abord assuré le passage de l'enfant à sa naissance, à son complet développement d'adulte. Donc on va examiner les conditions nécessaires à ce passage à l'âge adulte. Mais avant toute chose, ce qu'on vient de dire n'est pas propre à l'espèce humaine. Cela caractérise toutes les espèces vivantes. La plante commence par être une graine, puis une petite plante avant d'atteindre sa taille. L'animal, lui aussi, il commence à être enfant, entre guillemets. Donc on va examiner d'abord le cas des végétaux, puis celui des animaux, de façon à voir ensuite beaucoup mieux ce qui caractérise l'espèce humaine. Alors, pour la majorité des espèces végétales, il suffit que la graine ou la petite plante
soit placé dans des conditions extérieures physiques et chimiques, c'est-à-dire des conditions de sol, d'atmosphère qui soient favorables, et alors sa croissance est entièrement assurée par les lois intérieures de l'organisme végétal, ce qu'on exprime en disant de ces plantes qu'elles poussent toutes seules. Il semble à première vue qu'on trouverait une exception à ce qu'on vient de dire dans le cas des plantes cultivées, pour lesquelles il faut l'intervention du cultivateur, du jardinier. Et il y a bien là une analogie avec ce que sera pour l'espèce humaine l'éducation, puisqu'on trouve le mot culture employé dans les deux cas. Ce n'est pourtant qu'une analogie. Et il n'y a pas vraiment d'éducation pour les végétaux, parce que le rôle du cultivateur, le rôle du jardinier se limite à réaliser artificiellement, par exemple en arrosant, en mettant des engrais, en exposant au soleil, les conditions de sol et d'atmosphère favorables à la graine ou à la petite plante. Et quand cela a été fait, on peut dire encore que celle-ci pousse toute seule. Il s'agit simplement de plantes dont les conditions de développement ne sont que trop rarement réalisées spontanément dans la nature si l'on n'intervient pas pour les réaliser artificiellement. On peut toutefois préciser davantage la leçon à tirer de l'analogie entre la culture des végétaux et le rôle de l'éducation pour l'être humain. C'est que les plantes cultivées sont les plus parfaites, d'où l'on conclut que pour réaliser ce qui est le plus parfait, il ne suffit pas de la spontanéité de la nature, mais il faut une intervention. Que disparaisse par exemple le jardinier, et bientôt il n'y aura plus de jardin, car avec lui disparaîtront les plantes les plus parfaites, qui sont des organismes fragiles, délicats, et qui ne trouvent que difficilement leurs conditions de vie, brutalement éliminées par la concurrence sans scrupule de ces petits rapaces vigoureux et se développant facilement, qu'on appelle les mauvaises herbes, et dont le triomphe ne sera d'ailleurs que provisoire, en attendant le retour offensif et victorieux des grands rapaces que sont les arbres, et ainsi la forêt primitive remplacera peu à peu le jardin devenu une friche. Quant à la vie animale, au moins en ce qui concerne les espèces supérieures, cette vie animale réclame beaucoup plus que la vie végétale. On aura beau placer le petit animal sur le sol, dans l'atmosphère qui lui convienne le mieux, il périra s'il est abandonné à lui seul, parce qu'il est en général incapable de trouver seul sa nourriture, et plus incapable encore de se défendre contre tous les dangers qui le menacent. C'est pour cela que la nature, œuvre de la Providence, porte par l'instinct la mère à rester avec le petit pour le nourrir, le protéger jusqu'à ce qu'il ait atteint sa taille. Chez la plupart des espèces animales, la mère seule suffit à cette tâche, et l'union des sexes y a lieu au hasard des rencontres. Il y a toutefois là aussi des exceptions, et c'est le cas de certaines espèces d'oiseaux, chez lesquels la mère doit rester au nid pour garder les petits, et le père est alors indispensable pour aller chercher la nourriture. Là encore, la nature, œuvre de la Providence, y pourvoit en portant par l'instinct le père à rester avec la mère
et les petits, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. Alors, ce qu'on vient d'observer chez les animaux est encore bien différent de ce que, dans le cas de l'espèce humaine, on appelle l'éducation. En effet, si le petit animal est ainsi nourri et protégé, ses membres et ses organes se développent, et en même temps se développent au fur et à mesure en lui des instincts qui, dès qu'il aura atteint sa taille, le rendront capable de pourvoir seul à sa nourriture et à sa protection. Le rôle de la mère, et dans certaines espèces du père, se limite donc à le nourrir, à le protéger pendant le temps nécessaire. Ce n'est pas une éducation. Quant au rôle de l'homme vis-à-vis des animaux domestiques, eh bien, il se limite à former chez eux des réflexes conditionnels, des habitudes, c'est-à-dire des automatismes. C'est un dressage et non pas une éducation. Alors, ces observations sur les animaux et les végétaux permettent donc de mieux caractériser, par comparaison, par analogie, ce qui est propre à l'espèce humaine. L'enfant d'homme, lui aussi, a besoin d'être nourri, d'être protégé, mais à la différence de toutes les autres espèces animales, cela ne suffit pas à son complet développement. D'abord, les instincts qui se développent en lui, en même temps que ses membres et ses organes, par la loi intérieure de croissance de son organisme, ne lui suffisent absolument pas pour assurer sa nourriture et sa protection. Sur le plan des moyens physiques et des instincts, l'homme est le plus dépourvu de tous les animaux, immanquablement condamné à périr. Et si en fait il réussit mieux que toutes les autres espèces animales et les domine toutes, c'est uniquement par son intelligence. De plus, puisque précisément c'est cette intelligence qui caractérise et qui définit l'espèce humaine, il n'y a de véritable développement humain que s'il y a développement de l'intelligence. Et en même temps, et par conséquent de tout ce qui résulte de l'intelligence, la vie morale et sociale, les arts, les techniques, la religion. D'où cette conclusion fondamentale: le véritable développement humain résulte du développement de l'intelligence et ne peut exister sans ce développement de l'intelligence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ce développement de l'intelligence? On a montré qu'elle n'acquiert ses connaissances si lentement, si laborieusement, si progressivement, que si un individu était laissé à lui seul depuis sa naissance, les connaissances qu'il réussirait à acquérir seul dans le cours de la vie humaine se réduiraient à presque rien, seraient tellement rudimentaires, tellement au-dessous même des peuples les plus primitifs que nous ne pouvons même pas réussir à l'imaginer. L'ensemble des connaissances que l'humanité possède aujourd'hui, et qui sont le fondement de son développement, ont été lentement, laborieusement acquises au cours des siècles et des millénaires par l'œuvre collective et successive des générations humaines. Et l'enfant qui vient au monde aujourd'hui serait absolument incapable de retrouver seul ce qu'il a fallu tant de siècles et tant de génie pour découvrir. Il est donc indispensable à son développement humain que cela lui soit transmis par l'éducation, par l'enseignement.
d'où il résulte que la toute première exigence de la nature humaine, celle qui va conditionner toutes les autres, c'est la nécessité de l'éducation et de l'enseignement. D'ailleurs, parce que l'intelligence est le caractère fondamental de la nature humaine et que tout en elle résulte de l'intelligence, le caractère de développement lent, progressif, qui marque si profondément l'intelligence humaine et qui entraîne la nécessité de l'éducation et de l'enseignement, caractérise aussi le développement humain en tous ordres. Donc on a montré que la vie morale qui caractérise l'homme, parce qu'elle résulte de son intelligence, d'abord se fonde sur des connaissances morales, se transmettant par l'éducation et l'enseignement, et ensuite ne se réalise que par des vertus qui doivent être formées par l'éducation. Il en est de même de la religion, et la révélation divine n'est pas donnée à chaque individu par une illumination intérieure, mais introduite par Dieu dans l'histoire humaine comme un dépôt collectif, s'y transmettant par l'éducation et l'enseignement. Les techniques dont les œuvres permettent aux spécialistes de la préhistoire de découvrir la présence de l'homme et de son intelligence ne sont elles aussi acquises et perfectionnées que lentement et progressivement. Au cours des siècles, des millénaires, et l'individu peut en acquérir l'usage que grâce à un apprentissage, c'est-à-dire à une éducation qui lui permet l'acquis collectif de l'humanité. Alors qu'il s'agisse de monter à cheval ou à bicyclette, de conduire une automobile ou un avion, de travailler le cuir, le bois ou le métal, l'individu doit y être formé par une éducation. Et c'est même vrai d'un geste aussi nécessaire à la vie, dans certains cas, que de savoir nager. Le petit animal, dès que ses membres ont atteint une taille suffisante, nage d'instinct aussitôt qu'on le jette à l'eau. Mais l'enfant d'homme n'apprend à nager que sous la conduite d'un maître nageur, c'est-à-dire par une éducation. La conclusion est nette et précise. C'est dans tous les domaines que l'être humain doit recevoir de l'éducation et de l'enseignement tout ce que comporte son développement humain. Donc l'éducation, c'est bien là l'exigence fondamentale et première de la nature humaine qui va conditionner absolument toutes les autres. Le mot éducation exprime d'ailleurs fort bien ce qu'on vient d'expliquer. Le préfixe et ou ex indique l'issue, l'origine, le point de départ. Et duc vient de conduire. L'éducation, c'est quoi? C'est donc l'action de conduire l'être humain du germe d'homme qu'est l'enfant au complet développement de l'adulte. De tirer l'homme complet du germe qui est l'enfant. Donc on a expliqué ici la nature et la raison d'être de l'éducation en montrant sa nécessité fondamentale pour l'être humain. Ça, c'est le premier point. Alors, évidemment, nous arrivons ici à un deuxième point qui est la nécessité fondamentale de la famille. L'éducation, c'est une œuvre de longue haleine. Elle couvre environ un quart de la durée normale d'une vie humaine. Environ. L'éducation, c'est donc une œuvre prodigieusement vaste, complexe, puisqu'on a montré que c'est dans tous les domaines que l'être humain doit en recevoir tout ce que comporte son complet développement humain.
Il est donc clair que la mère ne peut y suffire seule et qu'elle réclame la collaboration des parents. D'abord, les tâches à remplir sont si nombreuses et si variées qu'il est indispensable qu'elles soient réparties entre le père et la mère. Exemple, il faut une présence constante auprès de l'enfant. Et c'est normalement la mère qui est la plus douée pour cela, mais il faut encore que le père assure les ressources nécessaires à la vie de la mère et des enfants. Mais il y a bien plus que cette répartition des tâches. Chez les êtres vivants, l'homme et la femme sont complémentaires, anatomiquement et physiologiquement, mais dans l'espèce humaine, ils sont aussi complémentaires psychologiquement. Et ils ont des attitudes psychologiques différentes et complémentaires. N'en déplaise aux égalitaristes. Il en résulte que l'éducation ne sera complète pour réaliser le développement humain de l'enfant que si elle met en jeu en même temps et en collaboration ces aptitudes psychologiques différentes et complémentaires de l'homme et de la femme. Un enfant qui n'est élevé que par des femmes, eh bien, il en souffrira toute sa vie et il lui manquera toujours quelque chose de plus fort et de plus viril. Un enfant qui n'est élevé que par des hommes en souffrira aussi toute sa vie et il lui manquera toujours quelque chose de plus affectueux, de plus sensible, de plus fin, de plus délicat. Et c'est extrêmement important pour l'équilibre de l'homme. Alors, on objectera le cas d'éducation réussie par des mères veuves ou abandonnées, ou même par des filles-mères. Mais c'est en général qu'elles ont pu être aidées par d'autres que le père, et notamment faire intervenir dans l'éducation des enfants quelque influence virile d'un grand-père, d'un oncle ou d'un ami de la famille. De même, un veuf devra en général avoir recours à une grand-mère, une tante. De plus, des cas exceptionnels qui ont pu avoir une solution elle-même exceptionnelle, qui leur était propre, ne suppriment pas ce qu'on a montré en nous fondant sur la nature des choses. Alors naturellement, d'après la nature des choses, la nécessité fondamentale et première de la nature humaine, qui est l'éducation, exige, pour être bien et complètement réalisée, la collaboration du père et de la mère. Et parce qu'il s'agit d'une œuvre de longue haleine, d'une collaboration durable, qui va exclure le divorce. D'où il résulte que la première forme de vie sociale que la nature humaine exige fondamentalement, et avant tout autre, c'est cette union stable des parents pour l'éducation des enfants. Et c'est ce qu'on appelle la famille. Ici, je me base sur un point uniquement d'ordre naturel. On peut même dire que toutes les autres formes de vie sociale supposent la famille. Et elles sont conditionnées par la famille. Parce qu'aucune société ne pourrait continuer s'il n'y avait pas des familles pour non seulement mettre les enfants au monde, mais les conduire à leur complet développement humain par l'éducation. Donc la famille est par là source de vie de l'humanité, source de vie de toutes les sociétés humaines. Donc elle est pour toute vie sociale comme une première cellule de vie sociale, la cellule de base, comme on dit souvent, où la vie sociale se fonde, s'élabore et prend son origine. Donc on a établi ce qui précède en nous fondant sur la finalité naturelle
de la complémentarité des sexes, qui est la propagation de l'espèce. Biologiquement, les organes de la nature humaine n'ont pas d'autre fonction que d'être des organes reproducteurs qui vont servir à la conservation de l'espèce et non à celle de l'individu. Vous voyez tout de suite que déjà, on va éliminer tous ces péchés contraires à la pureté. Donc une fois reconnue cette finalité naturelle, qui est le fondement d'un ordre naturel, constitué par cette complémentarité de l'homme et de la femme, on peut considérer en elle-même cette complémentarité. Si l'homme et la femme n'étaient complémentaires qu'anatomiquement et physiologiquement, ils seraient satisfaits par des unions passagères au hasard des rencontres, comme les animaux. Mais dans l'espèce humaine, ils sont aussi complémentaires psychologiquement. La nature de leur complémentarité réclame donc cette vie commune, durable, où se compléteront, en collaborant leurs aptitudes différentes et complémentaires, où chacun apportera à l'autre l'enrichissement de sa complémentarité, et l'on retrouve ainsi que la vie sociale doit avoir son fondement premier dans cette union stable de l'homme et de la femme, c'est-à-dire dans la famille. Alors, ce qu'on vient de dire sur la nature des choses entraîne donc une différence de nature entre l'attrait des sexes chez les animaux et cet attrait dans l'espèce humaine. Chez les animaux, cet attrait, déterminé par l'automatisme des instincts, est un désir physique, c'est-à-dire un mouvement de la sensibilité qui, dans la plupart des espèces, se satisfait par des unions passagères au hasard des rencontres. Dans l'espèce humaine, non. Dans l'espèce humaine, il ne se limite pas à ce désir sensible d'union physique, il comporte la recherche de la complémentarité dans la vie commune, donc un jugement de l'intelligence, estimant les qualités de l'autre, pour l'accord dans la vie commune, fondant un acte de volonté libre, qui est élection ou choix de l'autre pour cette vie commune. C'est-à-dire qui n'est plus seulement mouvement de sensibilité vers l'autre, ou amour sensible, mais aussi et en même temps amour spirituel, choisissant l'autre, donc un don personnel de soi, à la personne de l'autre pour réaliser la vie commune. Vous voyez, il ne s'agit plus d'un attrait passager, mais d'un amour durable entre deux personnes pour vivre ensemble dans le don mutuel. Voilà ce qui résulte de la nature humaine. Alors, un grand nombre de nos contemporains raisonnent très mal quand ils appliquent à la sexualité humaine ce qui caractérise la sexualité animale, comme si cette sexualité humaine était quelque chose de purement animal. Il y a entre les deux une véritable différence de nature. L'une qui est animale, qui est entièrement régie par le déterminisme des instincts et qui ne s'exerce qu'aux époques déterminées par l'instinct, qui sont toujours celles qui conviennent pour la procréation, de la manière déterminée par l'instinct et sans choix du partenaire. Au contraire, l'exercice de l'autre est déterminé par un choix libre du partenaire, du moment, du lieu, des attitudes. Et cela se fonde anatomiquement et physiologiquement sur le fait que chez l'être humain, le fonctionnement sexuel est commandé par les centres nerveux supérieurs du cerveau qui eux-mêmes dépendent du fonctionnement de l'intelligence et de la liberté. Alors, de nombreux penseurs contemporains d'inspiration positiviste, se fondant sur les données de l'histoire
et de la géographie prétendent que la famille n'est pas la première société naturelle à l'homme, parce qu'on ne la trouve pas partout et toujours. Or, de fait, la famille ne se réalise parfaitement que par l'union indissoluble d'un homme et d'une femme, qu'on est effectivement loin de rencontrer partout et toujours, puisqu'on trouve souvent la polygamie ou la polyandrie, plusieurs hommes, souvent aussi la répudiation ou le divorce. Mais ces formes imparfaites, et même gravement déviées de la famille, sont pourtant des formes de la famille que nous avons pu définir avant d'indiquer sa forme parfaite, et en nous basant sur les seules données de l'observation, comme l'union stable des parents pour l'éducation des enfants. Donc la famille, définie d'une manière aussi générale, qui inclut ces formes les plus imparfaites et même les plus déviées, existe bien partout et toujours. Car pour qu'elle n'existe pas, il faudrait que les enfants, à leur naissance, soient abandonnés ou pris en charge par la mère seule, sans participation du père, ou éduqués par d'autres que les parents. Or, ceci n'a jamais eu lieu dans des cas accidentels et exceptionnels. Mais partout et toujours, les mœurs et les institutions comportent que normalement les enfants soient éduqués par leurs parents, donc comportent la famille. Il y a toutefois lieu de se demander pourquoi une nécessité aussi fondamentale que la famille n'est si souvent réalisée que sous des formes imparfaites ou même déviées. Eh bien, nous le comprendrons si nous avons bien compris que c'est de la nature de l'homme intelligent et libre que résulte l'exigence fondamentale de la famille. Or, alors que les exigences des natures sans intelligence se réalisent infailliblement par des automatismes de ces natures, qui sont les lois physiques, l'être intelligent, lui, étant par cette intelligence capable de se diriger lui-même, volontairement et librement, conformément à la connaissance qu'il en a, comme toutes les exigences de la nature humaine, la nécessité naturelle de la famille ne se réalise que par l'infaillible automatisme des lois physiques, ne se réalise pas, par l'infaillible automatisme des lois physiques, mais par des lois morales qui font connaître à l'intelligence de l'homme que son bien humain exige la famille, et pour cela, ce qu'elle doit être. Or, on a vu que l'intelligence humaine n'acquiert ses connaissances que lentement et progressivement, qu'elle est sujette à l'ignorance, qu'elle est sujette à l'erreur dans la connaissance des lois morales, c'est-à-dire de ce qu'il faut pour notre bien, comme partout ailleurs. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver si souvent des lacunes et des erreurs condamnables, sans aucun doute, concernant ce que comporte la réalisation parfaite de la famille. Alors cette observation conduit à une conclusion importante, c'est que pour réaliser, et surtout pour bien réaliser la famille, encore une fois, il ne suffit pas du déterminisme des instincts qui donnerait plus souvent des unions passagères et instables, comme on a tendance à le voir de plus en plus dans notre société. Et comme toute société, la famille est œuvre d'intelligence, de volonté et de vertu. D'intelligence, du but de vie commune et d'éducation en commun des enfants, de volonté libre de ce but, et surtout des vertus familiales, c'est-à-dire de maîtrise, de discipline de soi formée par l'éducation, qui rendent capables
de maintenir la stabilité de l'Union, malgré les égoïsmes, les passions, l'orgueil qui entraînent si souvent à l'instabilité. Et on ne constate que trop aujourd'hui comment la famille se dissocie et disparaît quand il n'y a plus ses vertus, quand il n'y a plus ces disciplines familiales qui sont formées par l'éducation. Donc nous verrons la prochaine fois cette éducation comme œuvre et devoir des parents. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.